Hello. Hello. Welcome to Film Explorer. Film Explorer. Podcast. Series. Extended. Bonjour et bienvenue pour la série podcast Extended de Film Explorer. Mon nom est Giuseppe Di Salvatore, éditeur de Film Explorer, et aujourd'hui on va se concentrer et découvrir le FMAC, le Fonds municipal d'art contemporain de la ville de Genève, fondé en 1950 et aujourd'hui qui compte aujourd'hui de plus de 5000 œuvres. Le FMAC s'est défini comme une collection d'art public pour son engagement pour l'art dans l'espace public, mais en même temps, il a aussi une collection assez importante d'œuvres vidéo et filmiques et sous laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Maude Paulien, collaboratrice scientifique responsable de la collection vidéo du FMAC. Bonjour Maude. Bonjour Giuseppe. Alors on va plonger à la découverte de cette collection, mais avant peut-être un mot sur la spécificité du FMAC, qui justement pour son histoire s'engage au même temps dans l'espace public, donc avec une attention au public en général grâce à cette collection d'art public, mais en même temps justement aussi une collection vidéo importante. Est-ce que c'est conjonction de conservation et de travail d'archives par rapport à une collection vidéo et l'engagement public est un peu, on pourrait dire, la spécificité de cette institution? Oui, enfin c'est la spécificité des institutions publiques qui, en acquérant des œuvres, normalement c'est plutôt pour soutenir la scène locale, mais comme on le verra plus tard, la collection vidéo et films du FMAC est aussi ouverte à l'international. L'acquisition et la préservation et la diffusion, en tout cas la visibilisation des œuvres d'artistes actifs à Genève et dans la région, c'est une forme de soutien en fait à la scène créative locale. Donc le FMAC dépend de l'unité art visuel du département de la culture et de la transition numérique. Donc au même titre que des soutiens sous forme de bourses, subventions, ateliers que la ville offre aux artistes et aux associations socioculturelles, le FMAC, en acquérant des œuvres, c'est un complément au soutien de la scène locale. Parlons un peu plus spécifiquement de cette collection. Donc, une collection vidéo qui a commencé petit et après est devenue maintenant une des collections les plus importantes en Suisse pour l'art vidéo. Est-ce que tu peux en parler un peu par rapport à son histoire ? Oui, alors l'histoire de la collection du FMAC, elle commence presque en parallèle et en dialogue avec l'histoire du Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais, notamment André Hitton, son fondateur, qui avait initié dès 1985 la Semaine internationale de vidéo, qui plus tard, fin années 90, a été renommée la Biennale de l'image en mouvement, qui existe toujours à ce jour, mais sous une forme différente, étant donné que le Centre pour l'image contemporaine a fermé en 2009. Et le FMAC, qui à l'époque s'appelait encore, dans les années 90, Fonds de décoration de la ville de Genève, et André Hitton ont notamment contribué à préserver les premières démarches vidéo des pionniers de la vidéo en Suisse, ce en dialogue avec René Berger, qui était à l'époque directeur, enfin il n'était plus directeur, mais il a été directeur du musée cantonal des beaux-arts de Lausanne de la fin des années 60 à la fin des années 70. Durant les années 60 et 70, et qui avait notamment contribué non seulement à faire rentrer la vidéo dans la collection du musée cantonal des beaux-arts, avec une vidéo de Jean Hutt à l'époque, mais aussi en tant que théoricien des médias à théoriser une scène vidéo, théoriser le rapport de la société aux nouveaux médias. Et André Hitton et René Berger ont été des forces très importantes pour l'entrée de la vidéo dans la collection du FMAC, au même titre que la ville soutenait les artistes en préservant leurs œuvres. Donc il y a quelque chose de très intrinsèquement lié entre ces deux institutions. C'est intéressant parce qu'il y a une conscience théorique, je dirais, grâce aux figures de Hitton et Berger, justement ces collaborations initiales,
Mais maintenant, on se retrouve aussi tout simplement un grand travail aussi pratique, un travail de conservation, un travail de gestion d'un fonds qui est particulièrement riche. Donc, quand toi, tu es arrivé ici, où on commence par rapport à, justement, je dirais, par rapport à vraiment ce volet archives, par rapport à ce qui est de la conservation et ce qui est évidemment aujourd'hui de la numérisation, qui est une partie de la conservation, mais aussi une partie du travail d'accessibilité après de tout ce matériau. Exact. Donc en fait, je suis partie un peu trop loin juste avant, mais la relation René Berger, André Hitton, la ville, a donné forme à une relation de confiance entre André Hitton et le FMAC. Et cette relation de confiance, à un moment donné, a donné forme au fait que au moment de la fermeture du Centre pour l'image contemporaine en 2009, qui a été un moment assez éprouvant pour la scène culturelle genevoise, et qui a aussi été le moment où André Hitton est décédé, la collection vidéo et films du Centre pour l'image contemporaine a été léguée, transférée au FMAC. Donc, le FMAC avait déjà des œuvres vidéo dans sa collection qui avaient été acquises sous forme de proposition d'acquisition. Mais l'arrivée de cet énorme corpus qui compte près de 1300 œuvres référencées, inventoriées, a fait tout à coup de la collection, de cette collection publique une collection très marquée par la vidéo et une des plus importantes en Suisse, en effet. La chose importante à savoir sur ce fonds André Hitton, c'est qu'il est en cours de transfert toujours. Donc après avoir inventorié tous les supports vidéo, qui des fois, on a pu identifier 4 ou 5 copies pour une même œuvre, ça a été un travail assez énorme qui a été effectué par mon prédécesseur. Moi, je suis arrivée pour transférer les droits inhérents à chaque vidéo, et chaque vidéo est rentrée d'une manière un peu différente. Donc c'est un énorme travail de reprise de contact avec les ayants droit, avec les artistes quand ils sont encore vivants, pour transférer les droits légalement et en respect de chaque artiste. Donc ça prend du temps, mais à ce jour, on a transféré légalement plus de la moitié du fonds, et c'est un processus en cours, sur le long cours, et ça c'est un luxe, et c'est une grande chance, et ça nous permet d'avoir une qualité relationnelle, mais aussi de conservation des œuvres assez exceptionnelle, parce que à chaque prise de contact avec les artistes, on peut aussi parler des versions en présence, et est-ce que les artistes ont eu les moyens à un moment donné de numériser leurs œuvres. Et si oui, on tient à pouvoir remplacer les fichiers qui des fois sont de assez mauvaise qualité, car numérisés au début des années 2000, en qualité SD à partir de copies. Donc l'idée, c'est vraiment de résorber l'hétérogénéité des copies pour chaque œuvre existante et créer des fichiers qui respectent les normes archivistiques actuelles en dialogue avec les artistes. C'est une phase assez technique, assez spéciale dans laquelle tu te trouves, mais qui en même temps est particulièrement fascinant justement parce que ça permet de réactiver aussi peut-être une génération dans un moment un peu particulier en ce moment, parce que c'est une génération, en grande partie des artistes peut-être ont un certain âge, et aussi avec des supports d'un certain âge. Donc je pense que une des spécificités, et peut-être la question ce serait sur les défis spécifiques par rapport au support, parce que est-ce qu'on se trouve aujourd'hui face à la question conserver ou directement numériser, comment dire, est-ce qu'on doit décider quelquefois entre le fait de numériser, d'essayer de transformer dans des formats contemporains, en laissant tomber un peu la question de la conservation, ou bien encore conserver des supports originaux qui peut-être sont assez vite devenus obsolètes. Ouais. Alors la plupart des supports magnétiques, donc ce qui est vraiment de la vidéo analogique,
ont très vite été considérés comme particulièrement fragiles, notamment donc, cette préservation des pionniers de la vidéo suisse initiée par André Hitton et René Berger au courant des années 90. C'était cette prise de conscience de la catastrophe à venir, d'avoir des bandes démagnétisées, sticky tape syndrome, donc qui pouvaient affecter ces supports. Et le résultat de cette première prise de conscience, ça a été de pouvoir transférer sur des supports plus récents, toujours vidéo, toujours magnétique, les œuvres réalisées au début des années 70. Ensuite, il y a une autre campagne, début année 2000, avec le soutien de Memoriave, dont on parlera un peu plus tard, je pense, qui est l'organisation de soutien et valorisation du patrimoine audiovisuel suisse, qui avait permis de réaliser des numérisations en masse sous forme de supports DVD ou autres cassettes avec écriture numérique, mais en qualité SD. Donc à chaque fois qu'il y a une campagne de numérisation de sauvetage, on peut toujours entrevoir qu'il y aura une meilleure qualité possible, de futures normes qui vont exiger une migration ou, si possible, un retour aux originaux pour encore récupérer le plus de données possible, faire une numérisation de la meilleure qualité possible. Et en fait, on est dans une fenêtre où on peut encore lire tous les supports magnétiques, vidéo, analogiques, mais cette fenêtre se refermera tôt ou tard. Donc les équipes de conservation vidéo qui maintenant sont presque à 2 ou 3 générations d'experts et de perfectionnement sont en perpétuelle recherche de prolongement de vie, non seulement des bandes, mais aussi du matériel pour les lire, qui n'est plus utilisé pour produire. Plus personne ne produit en bande magnétique, contrairement aux films. Et donc ces appareils s'usent, les pièces n'existent plus et bientôt on n'a plus les moyens de les lire. On en parlait justement avec Auf die Aftermauer et Karine Wegmüller, des video companies avec lesquelles je sais que vous aussi collaborez, de ces moments particuliers, parce que justement dans ce période, on est en mars 2026, il y a 2 expositions en Suisse, dans le musée à Aarau et à Soler, 2 expositions reliées sur l'art vidéo. Et il y avait la grande question qu'on a discutée avec eux, qui sont parmi les curateurs, par rapport à l'importance de montrer encore ces œuvres avec les supports originaux. Tout en sachant, et c'est ça un peu la vision, plus que la vision, le constat de Auf die Aftermauer avec lequel je vais parler, que ce serait peut-être une dernière fois. Donc, est-ce que cette conscience influence le type de travail que vous faites au FMAC, au sens peut-être d'investir plus après, une fois la numérisation faite, sur la valorisation de ces nouvelles copies, disons comme ça, plutôt que de faire un travail de véritable conservation des originaux. Conservation des originaux, ça va avec la conservation numérique, et c'est pour ça que moi je ne me considère pas comme une conservatrice audiovisuelle. Je n'ai pas les compétences pour traiter les supports analogiques et les compétences numériques en informatique pour avoir une compréhension détaillée des fichiers et des enjeux aussi de migration, de veille technologique et autres. Par contre, j'ai une compréhension de ces enjeux, et en ayant une compréhension de ces enjeux et des partenaires tels que Videocompagnie ou Atelier für Medienkonservierung, en fait en Suisse on a vraiment des partenaires précieux et excellents qui nous permettent d'avoir une approche de la conservation audiovisuelle éclairée, collective, et une intelligence collective qui est très enthousiasmante. Donc en étant en contact aussi bien avec des conservateurs, des équipes de conservation audiovisuelle, des institutions qui placent la conservation audiovisuelle dans leur mission, mais sérieusement, et avec les artistes, il y a une triangulation qui permet d'avoir une manière
collective et éclairée, de voir comment faire vivre ces œuvres malgré un jour ou l'autre une absence d'équipement technique original. Donc tant qu'on peut documenter comment a été produit, comment a été pensé, quels étaient les moyens de l'époque, ces pièces, on peut comprendre les enjeux qui peut-être pourraient être cachés ou invisibilisés par un accès facilité numérique sur des dispositifs lambda de projection en fait. Et ça pose la question de l'exposition, ça pose la question aussi de la sensibilisation du public à ce qu'est l'art vidéo, les démarches audiovisuelles créatives. Donc on sait que les terminologies n'arrêtent pas d'évoluer à ce sujet. On parle, c'est pas pour rien que la Semaine internationale de vidéo est devenue la Biennale de l'image en mouvement. À partir du tournant numérique, la vidéo analogique perdait de sa spécificité par rapport au film. Et il y avait une espèce de nivellement par le binaire 0-1-0-1. Mais on peut garder cette mise en relief, déplier ces singularités qui méritent d'être gardées vives dans l'esprit des personnes qui découvrent une pièce, quitte à ne pas pouvoir montrer des pièces sur des moniteurs cathodiques pendant encore 200 ans, c'est de comprendre ce qu'était un moniteur cathodique, c'est de comprendre ce qu'était le signal, c'est de comprendre l'empêchement que représentait la vidéo de format portatif, de ne pas pouvoir être diffusée par les réseaux dominants de la télévision. C'est de comprendre ces limitations, de comprendre en quoi ces limites ont été une contrainte créative et en quoi le numérique actuellement peut avoir ses propres spécificités et puis devenir un outil créatif. C'est très passionnant parce qu'on a la sensation de se trouver justement dans une époque très particulière par rapport à laquelle la nécessité de comprendre des technologies qui justement risquent de devenir obsolètes et de disparaître finalement en termes d'accessibilité, va ensemble avec un besoin encore plus renforcé de s'axer sur, comme tu disais, sur la médiation, sur la valorisation et sur la médiation de ces œuvres-là, par rapport évidemment des supports d'aujourd'hui. Et là, tu as nommé peut-être deux mots-clés comme collectivité et médiation, justement, qui me semblent faire partie, et ça c'est peut-être une spécificité un peu, c'est l'histoire qui a voulu ça, c'est un peu le hasard de l'histoire, qui me semble être la spécificité dans l'ADN vraiment de FMAC, parce que son engagement pour l'espace public, peut-être ancrer cette orientation vers les publics, et que je nommerai au pluriel, justement dans le travail, dans les activités du FMAC. Donc, comment ce travail qui est en train de se faire maintenant par rapport à ces collections, non seulement s'oriente dans le futur, mais est vraiment habité dans son intérieur par cette activité de valorisation qui passe aussi par les contacts avec les artistes que tu réalises en ce moment pour les droits, et par rapport justement à la dimension d'exposition. À partir du moment où on est en contact avec les artistes, pour nous c'est très important quand on a des demandes de recherche ou de prêt, parce que le FMAC met à disposition les œuvres, que ce soit les œuvres mobiles ou vidéo, pour des propositions d'exposition. Pour nous, l'important, c'est le contexte, c'est d'accompagner l'œuvre par une compréhension de la démarche de l'artiste, aussi une transmission de l'intention de l'artiste éventuelle sur le mode de présentation. C'est de se concerter avec les artistes quand on a une demande, de leur présenter la demande elle aussi contextualisée, quel est le propos de la personne qui aimerait présenter ses œuvres de telle manière. Et normalement, les artistes sont heureux et heureuses de voir leur œuvre présentée de manière toujours renouvelée. Mais parfois, ça peut aussi créer un dialogue sur un point, sur un aspect qui n'aurait pas été conscientisé par la personne qui aurait conçu le programme ou l'exposition.
susciter une réflexion qui ensuite pourrait être transmise au public, oui ou non, je ne sais pas, mais par la personne qui aura présenté cette œuvre, en ayant été sensibilisée à certaines problématiques, par en dialogue avec l'artiste ou les ayants droit, ou nous, en connaissance du parcours de l'artiste. Donc il y a vraiment cette médiation qui est favorisée par la numérisation. Ça veut dire qu'en pouvant donner accès à toutes ces œuvres vidéo via notre nouvelle interface, ça fait 3 ans qu'on l'a, Vidéo Database, dont on parlera un peu après, on n'est plus dans la manutention technologique de différents DVD avec des nouveaux fichiers, tous les plus parfaits et lourds à souhait fallait réencoder pour pouvoir les donner à voir. Maintenant, on a une interface qui permet au public de naviguer à travers une constellation d'œuvres. Et en fait, nous, on est là pour compléter la connaissance des œuvres, des artistes, du contexte historique pour les œuvres historiques. Et le côté relationnel et contextuel prend une importance particulière. Online et analogue. Alors, le FMAC se retrouve depuis 2022 dans des magnifiques locaux dans le nouveau éco-quartier de la Jonction à Genève, donc avec une potentialité d'exposition physique, disons comme cela, mais un grand engagement, comme tu dis, d'accessibilité online. Comment vous gérez ces deux dimensions? Est-ce que l'une aide l'autre? Est-ce que voyage en parallèle? Est-ce qu'il y a des types d'investissements différents? Alors avant, le FMAC était au bâtiment d'art contemporain, qui abritait aussi le MAMCO, le centre d'art contemporain, donc MAMCO, musée d'art moderne et contemporain. Il y avait le centre de la photo et tout, donc c'était un contexte très scène artistique contemporaine. Et en déménageant dans cet éco-quartier, qui est quand même bâti sur un ancien site de création foisonnant des années 90 et 2000, qui s'appelait Artamis, Art et Amis, qui a été hyper important au même titre que la scène squat pour l'émergence d'une scène culturelle à Genève, mais qui perdure maintenant sous une autre forme. Ce déménagement dans un quartier plus ancré dans le social, donc avec des enfants, pour la plupart aussi des enfants d'artistes ou de personnes d'horizons vraiment très variés, ça nous donne une visibilité plus grande. Pour revenir à cette question de l'espace et puis le numérique, donc tu as dit online, mais en fait la collection n'est pas accessible en ligne. Le catalogue, donc les métadonnées des œuvres vidéo est accessible en ligne, mais les œuvres elles-mêmes doivent être consulter via la Vidéo Database, qui est une interface numérique qui permet de naviguer dans la collection et visionner les œuvres, mais dont l'accès est limité aux espaces du FMAC, ce pour des raisons de droit. Donc c'est des droits liés à des œuvres, donc il y a une création artistique impliquée. Et le FMAC ne considère pas et n'a jamais prétendu donner accès aux œuvres en ligne parce que le foisonnement d'Internet revient un peu aux artistes. En fait, c'est aux artistes de décider s'ils veulent que leurs œuvres soient accessibles en ligne. Il y a des artistes comme Valérie Mrejan qui a mis la plupart de ses œuvres, ses vidéos directement en ligne. Pour nous, le fait de convier les personnes à venir sur place, à dédier du temps aussi, et ça c'est très important par rapport à notre rapport à l'information hyper connectée et aux vidéos accessibles sur nos téléphones où qu'on soit, c'est aussi dédier un moment pour visionner une œuvre sur un écran un petit peu plus grand, stable, avec peu de distractions. Et voilà, c'est un autre rapport au monde qui nous entoure via des propositions artistiques. C'est aussi une question, comment dire, on approche moins de consommation, on approche aussi plus de recherche et comme tu disais avant, un peu de conscientisation dans le sens qu'il s'agit d'œuvres qui ont souvent besoin aussi d'une contextualisation par rapport au médium, à la spécificité du médium, par rapport à l'histoire. Donc certainement le fait d'être un peu guidé dans un contexte comme ici, avec un pôle
je dirais des recherches, mais qui aussi accueille des différents curateurs, différentes personnes qui travaillent sur ces fonds est fondamentale. Et justement, à ces propos, je m'intéresse, je vois qu'ici, aussi dans les différents départements, vous travaillez de façon très horizontale. Qu'est-ce que c'est concrètement, comment tu pourrais décrire concrètement la perméabilité du FMAC comme institution par rapport aux différents publics? Alors vous avez l'interface artiste et tous les spécialistes qui s'occupent de ces morceaux vidéo, mais de ces pièces vidéo, mais par rapport au public concrètement, qu'est-ce que c'est les dispositifs ou les stratégies? On a d'immenses espaces et donc avant c'était une petite médiathèque pour mettre en valeur le fonds et surtout l'arrivée du fonds André Hitton dans la collection. Mais maintenant en effet on a un espace, très grand espace, type White Cube, qui donne sur la rue intérieure d'une coopérative d'habitation. Et dès notre arrivée, en tout cas, ça a toujours été clair que nous n'allions pas, et ça c'était déjà le cas avant, nous n'allions pas nous-mêmes être les curateurs de la collection. Notre approche, c'est de donner accès, d'inviter, de convier des regards extérieurs, à jeter leur propre regard et leur propre intérêts sur la collection. Donc que ce soit vidéo ou pas, en gros la programmation annuelle du FMAC est réglée par saison. La saison d'été est dédiée à l'art dans l'espace public, donc c'est vraiment les origines des missions du FMAC. C'est aussi le moment où des workshops sont organisés, des ateliers sont organisés avec des artistes et des enfants, donc des enfants ou des adolescents autour d'activités créatrices. C'est aussi le moment où on restaure des œuvres dans le grand espace. Ensuite, le printemps et l'automne, c'est les moments de restitution des résidents, en fait, des personnes qui, chaque année, sur dossier, sont sélectionnées pour bénéficier d'une résidence auprès du FMAC. Et là, c'est vraiment toute la collection qui est mise à leur disposition et qui peuvent articuler en différentes restitutions au printemps et à l'automne. La plupart du temps, ça a pris des formes d'exposition accompagnées d'événements spéciaux, tables rondes, performances et autres, mais c'est vraiment très libre. Donc c'est une forme de résidence curatoriale et de recherche. L'équipe du FMAC accompagne les résidents. Cette année, c'est deux femmes chercheuses qui vont aussi passablement puiser dans la collection vidéo. Et la saison d'hiver, c'est dédié à la collection vidéo. Donc, depuis notre arrivée dans ces espaces, on a, à partir de 2024, en fait, 2 ans après notre arrivée, avec l'inauguration de notre nouvelle plateforme de consultation vidéo database, on a souhaité confier à des personnes des cartes blanches. On en a fait beaucoup la première année, donc 4 cartes blanches à des actrices culturelles actifs à Genève dans des domaines autres que la vidéo, théâtre, musique, cinéma. Et puis il y avait aussi des associations plutôt sociales, donc de publics empêchés ou bien des enfants de l'école du quartier. Donc c'était extrêmement positif, en tout cas ça a permis de visibiliser cette collection vidéo, la rendre plus familière pour les gens du quartier. Il y a quelque chose d'assez agréable, c'est qu'on peut projeter l'interface sur le mur du grand espace, donc l'interface devient son propre médium. C'est une façon, voilà, justement, c'est un des dispositifs qui nous permettent de valoriser cette collection. Et cette année, on a remis ça avec 4 cartes blanches. Avec cette vision très horizontale, très collective, d'où ça vient tout ça? Il y a derrière certainement une ville de Genève qui par exemple a créé aussi un département que pour la transition numérique, donc qui a une certaine attention par rapport à ce type d'enjeu typique d'aujourd'hui.
Mais par rapport à la philosophie générale, par rapport à ce type d'initiative, d'où ça vient tout cela? Est-ce que la politique de la ville a eu un rôle important? Est-ce que c'est l'initiative, parce que vous avez eu, en tant que personne qui travaille ici, une carte blanche, je ne sais pas, comment on arrive là? Oui, c'est éminemment lié à la situation particulièrement prolifique de la culture. L'attention portée par la ville de Genève à la culture, aussi le canton, mais voilà, le canton a aussi un fonds d'art qui n'a pas d'espace d'exposition. Mais Genève est un endroit extrêmement positif pour la scène créative. Et notamment, en effet, donc, ce département de la culture et de la transition numérique qui a été créé il y a 6 ans maintenant par l'ancien magistrat en charge de ce département. Avant, la culture était avec le sport, et le fait de le mettre avec le département de l'information et des services informatiques a créé des synergies inespérées, enfin vraiment très impressionnantes, donc notamment qui a pu donner forme à ce projet d'interface vidéo qui a été complètement développé à l'interne, d'une manière vraiment en consultation avec l'équipe pour créer un outil qui puisse être pérennisé, éventuellement mutualisé. Et également, ce département de la culture et de la transition numérique a donné forme à un projet encore plus ambitieux, qui est la campagne de numérisation de toutes les collections muséales et patrimoniales de la ville. Donc il y a plusieurs musées qui sont reliés à la ville, notamment le musée de l'Ariana, qui est dédié à la céramique, le musée d'art et d'histoire, le musée d'histoire naturelle, le jardin botanique. Je les cite pour montrer le foisonnement des champs en question. Il y a la bibliothèque de Genève, les archives de la ville. Et depuis 4 ans maintenant, tous ces acteurs culturels de la ville ont été conviés à penser une stratégie commune de numérisation de leur collection. Et cette stratégie a récemment été validée au niveau politique et commence cette année. Et elle s'étendra jusqu'en 2030. Et à terme, l'idée est d'avoir une plateforme fédérée qui permette aux chercheuses et au grand public, à quiconque, d'interroger l'ensemble de ces ressources, de ces bases de données, d'une manière fédérée et d'être aussi lié à d'autres plateformes fédérées autour du monde. Donc il y a vraiment quelque chose de transversal, peut-être pas horizontal, parce que c'était quand même bien structuré. C'est très impressionnant quand même d'avoir pu mener à bien ce projet avec des personnes si passionnés, enthousiastes et professionnels, et d'apprendre à mieux se comprendre. Là, le numérique peut niveler les différents médiums, les différents formats, mais c'est surtout les relations humaines et l'intérêt, la curiosité, la volonté de pouvoir être dans une interopérabilité de nos ressources qui crée le lien aussi. Davantage que la technologie. En fait, la technologie accompagne ça même. Cette importance de se fédérer avec d'autres plateformes pour faire en sorte, parce qu'on parle justement d'interface numérique, donc de quelque chose qui est potentiellement accessible à tout le monde, et justement tout le monde, pas seulement du canton de Genève ou de Genève, mais de tout le monde. Donc parce que je pense que ce type de travail, déjà par son aspect technique et par les technologies qui sont impliquées, demande naturellement une relation étroite avec d'autres centres de compétences au niveau national et international. Mais, alors ça c'est comme des conditions de travail, disons comme ça, qui naturellement vont dans cette direction, mais aussi par rapport à l'accessibilité, je pense qu'il y a un besoin de penser non seulement en termes local, même si bon, le mandat c'est aussi par rapport justement aux artistes actifs à Genève, mais justement pas que, vous avez aussi une quantité de vidéos d'artistes suisses et internationaux. Comment vous pensez les relations avec d'autres institutions en Suisse, partons par la Suisse, qui travaillent dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement de fédération par rapport justement à des projets d'accessibilité au public en général?
Tu as nommé déjà Memoriav, qui est évidemment un grand moteur par rapport à la conservation et à la valorisation de tout ce qui est l'audiovisuel, disons, ancien. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de la cartographie suisse par rapport à laquelle vous êtes, j'ai l'impression, vraiment un peu, je dirais peut-être pas des pionniers, mais quand même un sorte de phare ou avec un best practice. Non, je pense que c'est co-construit. Il y a d'autres institutions en Suisse, notamment le Kunsthaus Zurich, avec qui on est en contact, qui ont une équipe impressionnante pour la conservation time-based media, et à qui on a confié notamment une carte blanche cette année. Je pense qu'il y a justement, on n'est pas le phare, mais par contre, on a des moyens, grâce à ce département de la culture et de la transition numérique, assez appréciables comparé à d'autres situations en Suisse où il n'y a pas il y a une conscience politique, une identification de cette mission de valoriser numériquement le patrimoine audiovisuel. Là, nous, on a beaucoup de chance, c'est d'avoir un soutien politique. Et c'est une des missions énoncées par les autorités de la ville. Mais Memoriav, au niveau fédéral, en fait, nous a permis aussi de rentrer en contact avec la plupart des institutions, dont je vais peut-être citer quelques-unes, par sa capacité non seulement à soutenir des projets de numérisation, mais aussi d'avoir une veille numérique, de proposer des formations. Nombre de formations que Memoriav propose, où j'ai pu rencontrer des personnes actives aussi bien dans des bibliothèques de toute la Suisse ou dans des archives, donc dans des musées, et qui se posent les questions liées à ces questions numériques ou de sauvegarde de fonds audiovisuels. Memoriav est en contact notamment avec les équipes de conservation audiovisuelle comme Videokompanie, Atelier für Medienkonservierung et autres. Et Memoriav établit le lien. Il y a plusieurs fois où on est convié à des journées professionnelles et où on se rend compte qu'il y a un vrai tissu institutionnel et associatif et des volontés aussi d'informer quiconque, en fait, les citoyens et les citoyennes sur les enjeux liés au numérique. Et voilà, donc Videokompanie, en tout cas, vu que tu citais l'exposition Meerlicht, il y a 2 semaines une table ronde autour des défis, des problématiques liées à la conservation audiovisuelle. Et là, on voyait rien que les intervenants, il n'y avait pas que Videokompanie, ils avaient convié vraiment des personnes en fait, on se rend compte qu'on se connaît assez bien tous et toutes, et qu'il y a énormément de force en présence. Donc, du reste, les perspectives ouvertes à la fin de cette table ronde n'étaient pas du tout négatives, malgré le fait que pas toutes les institutions disposent de fonds et que pour certaines, c'est plus dur de mettre en place des stratégies de préservation. On se rend compte qu'il y a une envie commune, il y a des compétences, il y a des moyens et il y a un réseau qui nous permet d'espérer des projets de ce type à l'avenir, quoi. Pas que au niveau national, mais au niveau international, parce que ça va de soi, dans le numérique, on n'a pas vraiment beaucoup de limites géographiques. L'exemple, c'est jeudi 25 mars, la Cinémathèque de Bruxelles est invitée ici pour une exposition, pour une carte blanche. Donc, quelles sont aussi les relations internationales que vous entretenez? Et plus en particulier, peut-être, vu que là, aujourd'hui, c'est la Cinémathèque, c'est une Cinémathèque qui est présente. Quelles sont les relations particulièrement avec les cinémathèques? Parce que j'ai la sensation que pour longtemps, l'art vidéo était plus ou moins clairement défini, au moins par rapport à son support, et par rapport à son contexte, des expositions dans l'espace d'art, dans les musées, etc. Aujourd'hui, je pense que, et grâce au support et grâce à la numérisation elle-même, entre cinéma et art vidéo, et je ne sais pas ce nom vidéo, combien elle est encore valable, je pense qu'il y a un territoire assez flou qui rend peut-être les rapports avec les cinémathèques, je dirais pas problématiques, mais dans tous les cas,
à reconsidérer et peut-être justement à rendre leur relation encore plus étroite. Oui, en effet, la vidéo analogique a longtemps été insaisissable et c'est frustrant de ne pas pouvoir définir un médium qui plus est passablement hybride, n'arrête pas de muter, devoir être transféré et qui se démultiplie sur autant de supports non interopérables à souhait. Et donc il y a toujours un peu une distance avec le cinéma, que ce soit ce cinéma commercial, mais aussi cinéma expérimental. Il n'y avait pas forcément d'affinité, des fois les groupes de cinéma expérimental se mettaient à distance de la vidéo, jugée comme trop pauvre, trop moche, pas assez esthétique. Donc oui, la remédiation numérique a permis de pouvoir présenter des pièces vidéo dans un dispositif de salle de cinéma, mais c'est pas tant le but en fait, ça questionne plutôt comment montrer ces œuvres, et c'est un peu ce qu'on fait avec les cartes blanches en conviant la Cinémathèque de Belgique, Cinémathèque royale de Belgique, à concevoir une carte blanche. C'était aussi attirer l'attention sur les différentes façons de présenter des œuvres et la résistance de certaines œuvres ou de certains artistes à ce que leurs œuvres soient présentées dans ce dispositif de linéaire de programmation cinéma avec un début, une fin, des corps assis frontalement face à l'écran. Donc la proposition de Christophe Piat et de Antoine Tsukoupra, son projectionniste, atteste de ce jeu, enfin de cette créativité possible de différents modes de présentation des œuvres. Donc ils se sont saisis des moniteurs cathodiques dont le FMAC a hérité du Centre pour l'image contemporaine. Il y a des projections, il y a un dispositif de circuit fermé, donc sans contenu autre que l'image des spectateurs, des visiteurs qui se répercutent dans un moniteur. Donc oui, le rapport avec les cinémathèques est possible, mais dans un dialogue en fait en questionnant vraiment la nature de chaque œuvre. Il y a par exemple une artiste, Anna Winteler, dont les œuvres ont été présentées dans les 2 premières cartes blanches qui marquent passablement le public, bien qu'elle ait été invisibilisée pendant des années. Et Anna Winteler, qui vient de la danse, qui vient de la performance, s'est rendue compte qu'elle souhaitait que ses œuvres ne soient pas présentées en dispositif de salle obscure pour laisser le corps des spectateurs libre. Donc il y a une réflexion qui peut être réévaluée aussi bien par les artistes eux-mêmes que par les curateurs, curatrices, chercheurs, chercheuses, et discuter en fait. Rien n'est stable, tout n'est pas relatif, mais tout est sujet à réflexion. Et c'est ça qui est de passionnant. Peut-être en terminant avec ce que les gens qui nous écoutent ne peuvent pas voir, c'est-à-dire les lieux. Nous sommes dans les lieux du FMAC, et ce lieu justement c'est un des lieux suffisamment, point de vue architectural, flexible pour pouvoir jouer la carte de la salle obscure comme du White Cube. Peut-être qu'un mot juste pour décrire ces lieux et parler de ces spécificités, de ces conceptions de ces lieux. Les lieux, comme je le disais, donnent sur une rue intérieure, donc en fait un passage qui passe sous un bâtiment d'une coopérative d'habitation. Donc quand on ouvre les stores, c'est un grand aquarium en fait. Il est tout en transparence, donc les expositions sont visibles directement de l'extérieur. On peut aussi fermer ces fenêtres, on peut mettre des capsules, ça a été emprunté à un autre espace d'art de Genève, à le nord, qui a conçu des expositions visibles de l'extérieur à travers des capsules, donc on peut exposer des œuvres dans chaque vitrine. Et oui, il y a des cimaises amovibles, on peut soit avoir un immense espace vide, soit le cloisonner. Donc cette modulation nous offre beaucoup de possibilités, mais ça nécessite aussi de bien penser le montage en amont. On n'a pas de technicien, en fait, en déménageant dans ces nouveaux espaces, on n'a pas forcément reçu une équipe pour le faire vivre. Donc c'est vraiment sur mandat, on doit prévoir des équipes pour nous aider à faire vivre les propositions de nos invités. Donc voilà, si c'était ça. Oui, il y a une mezzanine aussi.
Il y a aussi une mezzanine qui n'est pas accessible au public sans rendez-vous, donc c'est un peu notre espace de vie. Tout est très ouvert, donc les bureaux surplombent le grand espace d'exposition. On a de petites pièces pour s'isoler comme ce cote où on se trouve maintenant, mais le reste c'est passablement habité par la documentation. Donc ça c'est là où on accueille les personnes qui recherchent vraiment quelque chose. Dans ce cote, on a aussi le fonds Chris Marker, Christophe Chazalon, qui est un fonds documentaire compilé par un fan de Chris Marker, et donc lui qui est plutôt accessible comme une recherche documentaire de bibliothèque. On a aussi le fonds Oleson Minkoff que je cite très brièvement parce que c'est aussi une collaboration internationale avec le ZKM, Zentrum für Kunst und Medien à Karlsruhe, qui nous a permis de sauver 70 bandes les plus anciennes, donc vraiment le format vidéo amateur le plus ancien qui s'appelle OpenReel et qui n'est plus pris en charge que par le ZKM en Europe. Donc, et puis ce fonds en fait est en cours de valorisation. Il comporte une hétérogénéité de formats postérieurs, notamment film, Super 8, 8 mm, des installations, des photos. Donc ça c'est aussi un autre grand pan de la collection. Et voilà, donc on vit à côté de ces fonds et voilà, ça nous permet de donner à découvrir la richesse de ces contextes de création à nos invités. Merci beaucoup, un centre vraiment foisonnant avec beaucoup... oui, je pense qu'il est vraiment dans un moment charnière historique par rapport à l'archive, à l'archivation, à la conservation, mais qui justement s'avère être nécessairement aussi curation et médiation, et exposition et justement dialogue et relation avec les publics. Merci beaucoup, Maud. Merci. J'espère que ce sera qu'un début pour Film Explorer pour approfondir justement le travail de ce type d'institution. Oui, il y a beaucoup trop à dire, mais avec plaisir pour une prochaine. Merci. Film Explorer. Thank you for listening to Podcast Series Extended. Extended. Stay tuned on Film Explorer.